Je remercie encore une fois le professeur Thierry Pacaud pour sa présence parmi nous et je lui cède immédiatement la parole. C'est à toi, Thierry. Merci beaucoup, Damien, et je suis ravi de me retrouver, malheureusement en distanciel, comme on dit maintenant. Voilà, donc lorsqu'on a mis sur pied ce cycle de 5 conférences, j'ai hésité à en faire une cinquième sur un de mes dadas, si je puis dire, qui concerne les utopies, puisque j'ai écrit plusieurs livres sur les utopies, et puis évidemment sur les uchronies, et puis sur les dystopies, les trois termes dorénavant sont associés, ce qui n'était pas le cas historiquement, puisque le mot dystopie est beaucoup plus récent. Mais après réflexion, je me suis dit, je vais évoquer un thème qui n'est pas très urbain, mais qui l'est en même temps quand même, qui concerne la lecture. Et la question que je me pose et à laquelle je n'ai pas de réponse, donc je ne m'arrêterai pas là, évidemment, ce soir, est la suivante. Est-ce que pour penser, il nous faut lire? C'est une question qui nous concerne tous, étudiantes, étudiants, chercheurs, enseignants. Est-ce qu'il y a de la connaissance, du savoir qui échapperait à sa transcription par l'écriture et à son archivage, à sa mémorisation dans des textes imprimés ou écrits tout simplement? Alors c'est une question importante parce qu'évidemment, vous voyez bien les enjeux avec le numérique, et puis il y a les sempiternels débats entre, souvent du reste, plutôt entre enseignants qu'entre étudiants et enseignants, entre enseignants qui disent: «Ah ben voilà, les étudiants ne lisent plus, nos collègues non plus», et cetera, et cetera. Il y a une perte sèche de connaissances. Et peut-être tout simplement qu'il y a d'autres manières de penser, d'autres procédés pour construire une culture. Et on sait très très bien, évidemment, et Homère nous le rappelle, qu'il y a une culture orale, mais surtout pas une littérature orale, ce qui ne veut strictement rien dire, du moins chez les linguistes. Donc, ma réflexion concerne le livre et la lecture, parce que personnellement, et derrière mon dos, il y a beaucoup de livres. Voilà, je suis toujours en train de fouiner dans les catalogues, dans les boutiques de bouquinistes. J'achète des livres régulièrement, et puis surtout, j'en lis énormément. Et pour moi, mais c'est une question que je me suis posée, est-ce que c'est la garantie du savoir? Est-ce que c'est par le biais de la lecture que je peux grandir en moi-même et puis réussir à élaborer un esprit critique, à élaborer une réflexion? Je ne dirais pas une pensée, ce serait un peu présomptueux, mais tout simplement pouvoir me donner un avis sur les choses et rendre intelligible le monde. Voilà, c'est un peu la question comme ça que je me pose. Et j'ai toujours été, alors ça je dois le préciser, parce que forcément je ne peux pas faire un exposé sur ce sujet de l'ami-livre, qui ne repose sur aucune théorie, qui ne s'adosse à aucune doctrine, qui est totalement subjectif, évidemment, comme réflexion. Je ne peux pas le faire sans donner des éléments autobiographiques. Et, et effectivement, j'ai toujours été universitaire, mais en même temps éditeur ou revuiste, ou parfois les trois. Donc du coup, j'ai été directeur littéraire des éditions La Découverte, qui ont succédé à François Maspero. Je dis ça pour les plus anciens des auditeurs. Et puis après, j'ai dirigé les éditions Qui Voltaire. Ensuite, j'ai été conseiller éditorial chez Larousse, enfin, etc. Donc, j'ai toujours eu, et encore aujourd'hui, où je m'occupe des éditions Terre Urbaine, j'ai toujours eu un pied et un œil attentif du côté de la production éditoriale. Et puis, je continue encore à rédiger énormément de notes de lecture. J'ai toujours eu cette idée, du reste, cette pratique, dès que j'ai lu un livre, un essai, je pense, hein, plutôt qu'un roman, d'écrire tout de suite un compte-rendu qui ne soit pas la quatrième de couverture, bien évidemment, mais qui essaie d'expliquer pourquoi ce livre est intéressant, et tout en notant, tout en pointant nécessairement ses limites ou ses imperfections, ou bien en regrettant que l'auteur n'a pas approfondi ceci ou cela.
Et donc, j'ai dû écrire des milliers de comptes rendus publiés dans des tas de revues. Et je me suis aperçu que ça m'aidait considérablement pour préparer mes cours, mes interventions, bien sûr, et qu'en fait, ça entraînait aussi ma mémoire, parce que du coup, mais j'ai une mémoire livresque. D'autres ont des mémoires sensuelles, voilà, une odeur, un parfum, tout ça, tout de suite éveille chez eux plein de réminiscences. Moi, c'est plutôt le fait d'avoir lu tel bouquin qui va m'en évoquer d'autres que je les associe ou que l'auteur du livre lui-même, évidemment, se met dans un collectif de romanciers ou de romancières ou de penseurs. Voilà. Donc, je vais commencer tout simplement par vous raconter un fait autobiographique, c'est que je n'ai commencé à lire tout seul un livre qu'à l'âge de 10-11 ans, c'est-à-dire le moment où en France on entre en sixième. Et plus tard, évidemment, en lisant l'Émile de Rousseau, je me suis aperçu que c'était le bon âge pour commencer à lire. Rousseau considère que l'enfant doit surtout jouer, se dépenser dans la nature, s'amuser, se détendre, et puis surtout pas s'encombrer de lecture, pas lire. Et il explique que vers 10 ans, ça c'est bien. Là, il peut commencer, il a fait le plein de la découverte de son corps et de ses cinq sens et de la nature environnante. Et donc là, il peut commencer à lire parce que la lecture va le faire réfléchir et va le faire méditer. Méditer, c'est-à-dire essayer de se concentrer sur un thème et puis de l'approfondir, mais pas d'une manière savante, comme on pourrait l'imaginer, en consultant des encyclopédies, des tas d'ouvrages. Non, mais c'est vraiment pour intégrer à sa propre pensée la pensée d'un autre qui vient finalement la stimuler. Donc, c'est bien plus tard que j'ai appris que le mot grec de théoria voulait dire contemplation. Donc, d'une certaine façon, on commence à théoriser quand on a déjà un certain âge et qu'on a déjà lu un livre et que ce livre va déclencher, évidemment, ce processus ininterrompu de réflexion. Du reste, il y a un poète que j'aime beaucoup, qui est Pierre Reverdy, qui écrit, je cite de mémoire, une fois qu'on a ouvert les yeux, on ne peut plus dormir tranquille. Et il a raison, je crois que l'intellectuel est fondamentalement intranquille. Je ne dis pas inquiet, je ne dis pas désespéré, peut-être dans certains cas ou pour certaines situations, mais je dis intranquille. Et donc effectivement, je connais des gens qui préfèrent ne pas lire, ne pas réfléchir parce qu'ils ne veulent pas s'encombrer comme ça de préoccupations qui pourraient justement perturber leur vie quotidienne. Et Bachelard, que j'aime beaucoup, comme vous le savez, Bachelard a une phrase comme ça qui est très importante, qu'on pourrait mettre au fronton d'une université, qui est de redonner à la pensée sa turbulence. Et je crois effectivement que le travail de l'intellectuel, le travail du lecteur et de l'auteur, c'est de réintroduire dans la pensée sa turbulence constitutive et consubstantielle. Alors, j'ai commencé à lire, c'était mon grand-père maternel, pardon. Mon grand-père maternel était boulanger, était veuf, et donc mes parents l'ont accueilli, bien sûr. À l'époque, on ne mettait pas les gens en EHPAD ou je ne sais pas où, et donc il a vécu toute la fin de sa vie avec nous, et du coup, j'ai une présence évidemment importante de mon grand-père qui lisait très régulièrement et qui allait à la bibliothèque municipale tous les jeudis. Et je l'accompagnais, et au retour, un jour, il s'est arrêté dans une librairie, il m'a dit, je t'achète un livre de poche, prends ce que tu veux. Et j'ai acheté, je m'en souviens très très bien, Les Grands Chemins de Jean Giono. Et j'ai été absolument, incroyablement bouleversé par cette lecture, au titre qui m'avait plu, parce que Les Grands Chemins, pour moi, c'était une ouverture, c'était l'appel au vagabondage, c'était l'appel à aller cheminer, évidemment, et puis aller découvrir le monde. Et bien sûr, j'ai découvert Giono. C'est-à-dire que la semaine d'après, j'ai pris un autre Giono, je crois que c'est Roguin, et puis plus tard, Comme ma joie demeure, etc. Bon. Et donc, de fil en aiguille, j'ai constitué comme ça une bibliothèque, et mon grand-père était très fier de ça. C'est-à-dire que d'une certaine façon, je réalisais ce que lui n'avait pas eu, et qu'il aurait voulu avoir, c'est-à-dire un rayonnage avec ses amis, hein, qui sont des livres. Et pourquoi ce sont des amis? Parce qu'ils sont toujours disponibles. Ils vous font jamais la gueule, ils sont toujours prêts à vous accueillir, à vous recevoir, même une nuit d'insomnie. Vous prenez un livre, il est présent, il ne se referme pas tout de suite.
Donc, mais pour comprendre pourquoi on peut avoir une amitié pour les livres, il faut essayer de comprendre ce que c'est qu'aussi ce qu'on appelle la lecture. Et d'une certaine manière, j'ai commencé à ce moment-là à lire un roman par semaine, puisque chaque semaine j'en avais un nouveau. Et à un moment donné, c'est arrivé que ce n'était pas suffisant. Donc, je commençais moi aussi à en emprunter à la bibliothèque et puis à dépenser mon argent de poche uniquement en achat de livres et à profiter des vacances, surtout les grandes vacances, pour lire parfois un roman par jour. Et pendant longtemps, j'ai lu du reste un roman par jour, de l'âge de 11-12 ans jusqu'au bac, en gros. Et évidemment, ma scolarité en a souffert. J'étais un très très mauvais élève. Je déteste encore l'école primaire, le collège, le lycée. Et d'année en année, j'étais déclassé. Je passais d'une classe de culture générale avec latin et grec à voilà. D'année en année, j'ai fini avec un bac technique de gestion, c'est-à-dire vraiment la honte pour une famille d'intellectuels. Mais ça ne m'intéressait pas, j'étais vraiment malheureux. Par contre, je lisais beaucoup. Et il y a toujours eu un prof, je ne sais pas trop pourquoi, qui expliquait aux autres, ne l'embêtez pas, il lit, donc c'est bien. Oui, mais il est nul en ceci, il est nul en cela, mais c'est pas grave, il lit, ça lui servira toujours, certainement. Et ces gens-là, j'ai malheureusement oublié leur nom, et ils n'avaient pas tort finalement. Et l'université m'a permis de vivre autrement mon rapport à la lecture, parce que à l'université, à cette époque-là, on pouvait multiplier les cursus, et du coup, je me suis inscrit aussi bien en, en sociologie qu'en anthropologie, qu'en philosophie, qu'en économie. On peut faire plusieurs licences et maîtrises. Et à chaque fois, je ne sais pas du tout pourquoi, j'ai décidé de lire que les classiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, je possède dans ma bibliothèque les livres que j'ai achetés à cette époque-là, de Durkheim, de Marcel Mauss, de Worms, de Tarde, ou de Smith, ou de Ricardo, enfin, vous voyez, dans toutes les disciplines. Et ça m'a donné un background très important sur lequel je puise encore des réflexions, parce que je me dis, tiens, mais ça, j'ai lu ça. Tout à l'heure, par exemple, voyez, je vous ai parlé de la dystopie. Bon, bah, la dystopie, c'est un mot qui apparaît une des premières fois en langue anglaise sous la plume de John Stuart Mill. Bon, bah, ça, je l'avais lu à l'époque, ça m'est revenu par la suite, dans un discours à la Chambre des Lords. Stuart Mill s'opposait à la politique britannique en Irlande, et il a utilisé ce terme qu'il a considéré inventé à ce moment-là, de dystopie, c'est-à-dire d'un lieu nocif, d'un lieu nuisible, d'un mauvais lieu. Bon, et par la suite, longtemps plus tard seulement, c'est devenu le contraire d'utopie. Mais quand les utopies ont été inventées, on n'a pas inventé le mot dystopie pour désigner ce qui était son opposé. Donc vous voyez que ces lectures, même très anciennes, reviennent, elles sont dans un coin de votre cerveau et elles ne sont pas perdues. Je dis toujours aux étudiants qu'il n'y a pas de lecture inutile. Même un mauvais livre peut vous servir. Il n'y a pas non plus d'auteur ou de première recherche qu'on entreprend, et puis après, on l'abandonne parce que ce n'est pas vraiment le sujet du mémoire, de master ou de la thèse. Et alors l'étudiant dit, j'ai perdu du temps. Je dis, non, pas du tout. Non, 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 bien sûr que non. Un jour, tu réutiliseras ça, tu retrouveras sur ton chemin tel auteur que tu as un peu fréquenté et puis que tu as un peu abandonné. Parce que la lecture, c'est prendre des nouvelles de l'autre. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que du coup, je lis un livre, mais l'auteur m'informe de ce qu'il fait, de ce qu'il pense. Alors régulièrement, surtout en ce moment où je me replonge pour un futur ouvrage dans Platon, je prends des nouvelles de Platon. Bon, je vous rassure, il va plutôt bien. Platon, comme vous le savez, en grec, ça veut dire large d'épaule. C'est un sobriquet que son maître de gymnastique lui avait donné à Platon. C'est devenu le nom de Platon qu'on connaît, évidemment. Eh bien, cet homme était aussi un grand lecteur, Platon, et il achetait des livres, je vais rentrer dans le détail tout à l'heure, il achetait des livres parfois très chers pour constituer une bibliothèque, justement. Mais, et vous le savez certainement parce que vous avez lu Platon et vu qu'il écrivait des dialogues, et que Platon est un héritier de la pensée homérique et socratique, où c'est la parole qui l'emporte.
Et donc, c'est la culture orale pour Platon qui est décisive. C'est par l'échange, par la discussion, qu'on arrive à mieux formuler ce qu'on a dans sa tête. Et donc, d'une certaine façon, pour Platon, le livre, il l'écrit très précisément, le livre est un peu un instrument de paresseux, parce que on va déléguer au livre ce qu'on ne va plus mémoriser. On n'a plus besoin de le mémoriser, puisque on va le retrouver dans un texte écrit. Et donc, Platon est à la frontière, j'allais dire, à l'articulation de deux mondes. Un monde de l'oralité qui va basculer assez rapidement dans un monde de l'écriture et de la lecture. Je ne rentre pas dans le détail de ça maintenant, mais c'est un passage qui est passionnant. J'y reviendrai évidemment tout à l'heure. Alors, je reviens à mon exposé un peu autobiographique. Oui, quand je me suis mis à lire Giono, ça va très loin, bien sûr, parce que j'ai lu non seulement ses romans, alors ça on peut les comprendre, je pense que je m'en souviens bien, peut-être pas comme je les ai compris en les relisant à 40 et quelques années plus tard, mais j'ai lu Le refus d'obéissance, j'ai lu ses lettres aux paysans, donc tous ces textes pacifistes, et puis aussi son essai magnifique pour saluer Melville, qui est un très grand livre, alors qu'à l'époque, j'ai essayé de dire Moby Dick sans y arriver. Moby Dick traduit par Jean Giono et une prof d'anglais de Manosque. Bon, c'est pour vous dire que voilà, on entre dans une œuvre et à un moment donné, on n'y arrive plus à suivre cette œuvre, on n'arrive plus à... on en parlera, j'espère, tout à l'heure ensemble, dans la discussion. Chacun pourra nous raconter une anecdote là-dessus. C'est que on a des auteurs qu'on affectionne, et puis à un moment donné, allez savoir pourquoi, on n'est plus au diapason, on ne le saisit plus, on l'abandonne. Et puis on y revient parfois, hein, et parfois on est déçu aussi. Hein. Par exemple, je donne des références françaises, évidemment, mais vous avez des équivalents, j'imagine, en Belgique. Euh, Quand on a 13-14 ans, il faut absolument lire Le Grand Maulne d'Alain Fournier. Et puis, l'enseignant vous explique à quel point vous devez être ému, bouleversé par l'éveil du sentiment amoureux entre ce garçon et cette jeune femme mystérieuse, dans un cadre féerique et la Sologne, etc. Et alors donc, vous jouez le jeu, c'est une sorte de pré-romantisme pour le préadolescent que vous êtes. Et je l'ai relu quand un de mes enfants avait à faire une fiche de lecture dessus au lycée, et j'étais profondément déçu. J'étais profondément déçu. J'ai trouvé ce roman vraiment sans grande qualité. Mais bon, je l'ai gardé pour moi, cette appréciation. J'en ai parlé après, quand ma fille a eu sa note, qui était une bonne note. Je lui ai dit, ce bouquin, qu'est-ce que tu en penses vraiment? Moi, je trouve ça sans aucun intérêt. Et elle était tout à fait d'accord avec moi. Donc, il y a aussi des lectures qui vieillissent. Il y a des livres qui perdent de leur saveur à cause du temps, tout simplement. Hein. Dans les études urbaines, évidemment, on ne peut pas couper à Jontos Passos et à Manhattan Transfer, qui est publié en 1925, vous le savez, la même année où un petit groupe d'universitaires de Chicago publie The City, un livre manifeste, hein, c'est Burgess, Park, Worth et Mackenzie. Hein, c'est un livre qui est fondateur de ce qu'on a appelé par la suite l'école de Chicago. Et la même année, et ce n'est pas du tout fortuit, un romancier très talentueux, Dos Passos, publie Manhattan Transfer, qui est un roman extraordinaire parce que c'est un roman où il va jouer sur les diverses temporalités que la ville va stimuler, va provoquer. Et donc, vous allez avoir, par exemple, 10 lignes qui décrivent la vie d'un individu, du liftier, de l'ascenseur. En 10 lignes, voilà, il est né tant, il a travaillé comme ça, puis il va mourir, bon, terminé, ça fait 10 lignes. Et puis, vous aurez ensuite 40 pages sur la description de 3 minutes de la vie de tel PDG, de telle firme. Donc, on voit bien que là, il va jouer sur la fracturation, la fractalité, je dirais même, des temps. C'est-à-dire que Manhattan Transfer, c'est pour montrer que dans la ville qui fonctionne quasiment de manière ininterrompue 24 heures sur 24, eh bien, c'est les flux
qui la fabrique, qui la façonne. Et donc, pour rendre compte de cette incroyable circulation des sexes, des informations, des désirs, des marchandises, etc., de l'argent, bien sûr, hein, du capital, eh bien, il doit donner à son écriture cette rapidité, cette vitesse, et il y arrive très très bien. Donc, à ce niveau-là, c'est un grand livre. Et j'ai su, bien sûr, par la suite, que euh, Jean-Paul Sartre avait été tellement impressionné par sa lecture de Dos Passos, enfin de Manhattan Transfer, qu'il va utiliser ce système d'écriture avec une réorganisation des temps qu'il va combiner à des rythmes différents dans sa grande fresque historique qui s'appelle Les Chemins de la Liberté, euh, qui devait avoir 4 volumes et qui n'en écrira que 3, mais qui mérite tout à fait le détour. Le 4e est resté à l'état de brouillon et a été édité également par Gallimard, et c'est tout à fait passionnant. Mais euh, du coup, j'avais lu Manhattan Transfer, je ne sais pas, en sociologie urbaine, à 22, 23 ans, et puis quand je l'ai relu 20 ans plus tard, euh, ça m'a un peu ennuyé. Et je l'ai repris récemment en me disant quand même, tu ne peux pas éliminer Dos Passos du jour au lendemain. Et à nouveau, j'ai été assez déçu. J'ai trouvé d'autres qualités que je n'avais pas repérées au même moment parce qu'il est le théoricien du stylo caméra, de l'œil caméra. Il explique que le romancier, c'est avant tout un œil comme une caméra et il doit tout écrire ce qu'il voit. Voilà. Et donc, ça, c'était plutôt intéressant et ça m'a permis de réfléchir sur le cinéma, mais pas sur le système narratif qu'il utilisait pour rédiger Manhattan Transfer. Donc, on a une relation au livre qui est une relation qui s'inscrit évidemment dans le temps. C'est tout simplement ça que je voulais expliciter. Et alors, je me suis aperçu, bien sûr, que à côté des livres qui sont les romans, il y a les essais, bien sûr. Et là, j'ai toujours été un peu à, à l'écart de l'académisme, dans le sens où je ne pouvais pas me satisfaire de la lecture d'un auteur si je m'apercevais que cet auteur avait polémiqué avec un autre. Je voulais savoir aussi quelle était cette route. Et puis, de fil en aiguille, quand on lit un auteur et puis ses ennemis, ou au contraire, les autres intellectuels avec qui il dialogue de livre en livre, eh bien, on lit aussi la biographie sur lui, on lit des commentateurs. Et puis, il y a parfois des commentateurs plus intéressants que l'auteur lui-même. Et du reste, par la suite, ce commentateur qui s'est fait connaître comme ça par une présentation un peu scolaire de tel ou tel auteur devient à son tour une référence. Je pense à quelqu'un de remarquable qui est Gilles Deleuze. Bon, bah, ses premiers livres, son Bergson, c'est intéressant, mais oui, c'est intéressant, je ne vais pas dire le contraire, bien sûr, mais ça n'a pas l'originalité et j'allais presque dire la pertinence de textes beaucoup plus courts qu'il publiera par la suite. Hein, simplement sa réflexion sur le dispositif que Agamben va commenter brillamment. Donc, à côté de l'essai, il y a les commentateurs. Ça, c'est un point très important. Et puis ensuite, il y a le recours, évidemment, au dictionnaire. Le dictionnaire est quelque chose. Alors, quand je dis le dictionnaire, je devrais dire le dictionnaire encyclopédique, comme Pierre Larousse l'a inventé, qui va valoriser à la fois la présentation étymologique du terme. L'étymologie, comme vous le savez, en grec signifie le vrai sens, hein, le vrai mot. L'étymon, c'est le vrai, et donc c'est la connaissance du vrai. Et l'étymologie vous donne l'origine d'un mot, et puis vous explique sa filiation, vous permet de suivre les évolutions des acceptions de ce mot, et puis de voir comment ce mot eh bien, se transforme au fur et à mesure du temps, et parfois même disparaît. Alors, l'étymologie, pour moi, c'est quelque chose de très important, mais évidemment, ce n'est qu'une information. Je crois que, et là, Genette, mais d'autres, bien sûr, linguistes, ont expliqué très très bien, à commencer par Alain Rey, qui est un grand dictionnariste français, ont expliqué que l'étymologie, il ne fallait pas se buter dessus, évidemment, parce que la langue est vivante. Et donc, un mot qui avait un certain sens peut avoir un sens parfois même contraire. Je vais vous donner un exemple tout de suite, dans la langue. Alors, là, c'est aussi quelque chose que j'invite toujours à faire à mes étudiants étudiantes, c'est ils prennent un mot et puis ils me racontent quelque chose sur le mot. Voilà.
Donc c'est une sorte de biographie du mot. Hein. Je leur dis, vous prenez un mot, puis vous enquêtez, vous essayez de savoir d'où il vient, son père, sa mère, est-ce qu'il avait des papiers, est-ce qu'il est bien arrivé, etc. etc. Et c'est passionnant parce que parfois, évidemment, et même assez souvent, les mots, on ne sait pas leur origine. Et les dictionnaristes, dans ce cas-là, ont cette formule qui m'a toujours amusé, tel terme aux origines obscures. Donc là, on ne peut pas se mettre d'accord. On sait que c'est vraisemblablement grec, mais est-ce qu'il y a une racine indo-européenne derrière? Est-ce qu'on va retrouver l'équivalent dans le sanskrit, etc. Non. Bon. Et on ne sait pas non plus très bien à quel moment ce terme est apparu dans telle langue. Et puis on s'aperçoit que non seulement les mots voyagent, mais les mots se connaissent des mutations. Je vais donner un exemple lié évidemment au thème de l'urbain. Je vais vous prendre l'exemple de banlieue. Le terme de banlieue est un terme francique, c'est-à-dire un terme d'origine germanique. Le francique, c'est la langue que parlait Charlemagne, qui ne parlait pas français, et cette langue avait un vocabulaire aussi juridique dans lequel on trouve le mot ban. Le mot ban est un terme juridique qui est simplement le fait qu'une législation, c'est l'ensemble d'une législation qui a une autorité dans tel fief ou tel domaine d'un seigneur à une lieue près. Et la lieue, à l'époque, parce que ça change selon les époques aussi, selon les pays, mais on considère qu'une lieue, c'est environ 4 km et demi. Donc, vous voyez, vous avez une petite ville avec un château fort, le seigneur est le maître absolu de cette petite communauté, et il applique sa législation à tout le monde, égalitairement, à une lieue au-delà. Donc, d'où le terme banlieue. Donc, la banlieue est le lieu qui bénéficie d'une protection seigneuriale ou d'un évêché, enfin peu importe. C'est donc un lieu intégré, c'est un lieu de plein droit. Et le terme, progressivement, se modifie, ça devient plutôt un à côté de la ville, la banlieue, plutôt campagnarde, plutôt de villégiature. Le mot banlieue chez Balzac, ça désigne une résidence secondaire, si vous voulez, du Parisien aisé qui, pendant les vacances scolaires ou pendant telle et telle période de l'année, se retire ou accompagne sa femme et ses enfants et leur domesticité dans une résidence de banlieue. Et puis, la région parisienne grossit, Haussmann vire les classes populaires de Paris, qui s'installent du coup dans les banlieues, un peu à la va-vite, dans les lotissements imparfaits, insalubres parfois, etc., qu'on a appelé les mal lotis, et progressivement, le mot banlieue change de sens. Il va désigner ce qui n'est pas de la vraie ville, ce qui est imparfait, inachevé, et parfois même déconsidéré. Des petits pavillons de banlieue, des entrepôts. Les cimetières parisiens sont rejetés dans la banlieue. Les grands centres de tri ferroviaires sont rejetés dans la banlieue. Les décharges, etc., sont rejetés dans la banlieue. Et lorsque Louis-Ferdinand Céline accorde une préface à un ouvrage sur Bécon-les-Bruyères, écrit par un érudit local, il explique que la banlieue, je le cite de mémoire, la banlieue est le paillasson de la ville lumière. Donc là, c'est très clair, hein, c'est dépréciatif. La banlieue, c'est moche, et puis voilà, c'est pauvre et c'est laid. Et donc, on ne va pas en banlieue, c'est se déconsidérer. Plus tard, encore inversion du sens, il y aura des banlieues chics. Neuilly, Marne-la-Coquette, etc., etc. Et puis, arrivera la période des grands ensembles, qui, dans un premier moment, sont peuplés d'une population assez composite, avec des gens qui travaillent, qui gagnent bien leur vie, et qui aspirent à faire construire leur pavillon. C'est le rêve pavillonnaire. Et donc, ils quittent le grand ensemble. Et progressivement, la sociologie du grand ensemble change, l'origine géographique des habitants des grands ensembles change, ils deviennent plutôt des rassemblements de populations issues de l'immigration, avec des situations économiques précaires, et ces quartiers deviennent sensibles, comme on dit,
à Paris. Et donc, ces quartiers sensibles, c'est la banlieue. Et donc, la banlieue devient un endroit où les forces de police n'interviennent plus parce qu'ils sont caillassés, les chauffeurs de bus sont agressés, les pompiers eux-mêmes sont très mal vus, et donc la presse va titrer que la banlieue est une terre de non-droit. Vous voyez, là, je vais très très vite, évidemment, dans mon exposé, mais on est passé d'un premier sens qui était de dire la banlieue, c'est là le plus intégré et qui bénéficie de l'application de la législation du Seigneur à un truc de non-droit où régnerait un caïda quelconque et des dealers. Donc, c'est tout ça pour expliquer qu'un mot, évidemment, n'est pas donné une fois pour toutes. Nous le savons tous, mais c'est intéressant de repérer ça, évidemment, dans l'évolution des termes. Alors, l'étymologie, évidemment, ne peut être qu'approximatif. C'est un ordre, comme de la même manière qu'une statistique est un ordre de grandeur, je dirais que l'étymologie est une première appréciation du sens d'un terme. Et puis après, ben, il faut creuser. Il faut surtout, c'est le plus intéressant évidemment, c'est de le suivre à la trace. Et pour ça, il faut faire une géohistoire. J'ai découvert la géohistoire, bien sûr, comme la plupart d'entre vous, en lisant Lucien Febvre, qui invente ce terme. Lucien Febvre est avec Marc Bloch, l'historien qui va créer en 1929 à Strasbourg une revue qui existe toujours, mais qui n'a plus la même portée, malheureusement, qui s'appelle les Annales. Et c'est une véritable révolution épistémologique. Voici deux historiens qui veulent saisir un fait historique comme un fait social total, pour reprendre l'expression de Marcel Mauss. Et donc, pour eux, d'une certaine manière, l'histoire n'a pas d'intérêt euh, disciplinaire. Elle est forcément euh, articulée à la démographie, à la linguistique, au folklorisme, aux manières de se tenir à table, aux manières de se comporter vis-à-vis d'autrui, à la pratique religieuse, vous voyez, au système de propriété foncière. Enfin, donc tout d'un coup, on est dans quelque chose qui ne peut se révéler que si on le saisit à travers toutes les interdisciplinarités possibles. Et donc, la nouvelle histoire qui va naître de ça, l'histoire des annales, c'est une histoire qui, justement, s'intéresse de la civilisation matérielle. Et un des premiers, des représentants, j'allais dire, le plus important de cette histoire des annales, c'est la seconde génération, c'est Fernand Braudel, dont vous avez peut-être entendu parler, qui, très tôt, milite pour la suppression de la séparation de l'enseignement de l'histoire et de la géographie en France. Il trouve ça absurde. Il dit qu'il faut inventer une géohistoire et il s'y met. Il écrit un manuel scolaire qui s'appelle La grammaire des civilisations. Vous pouvez le lire, hein, c'est un magnifique livre. Et tout ça pour montrer aux dirigeants, aux ministres, que c'était faisable. Évidemment, les deux corps d'agrégés d'histoire et de géographie lui mettront des bâtons dans les roues et le pauvre Fernand Braudel va perdre, évidemment. Et donc, lui, dans son œuvre, il va au contraire exalter cette interdisciplinarité et ses livres sont justement une géographie en acte, une géohistoire pardon, en acte. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne peux comprendre quelque chose que si je le situe dans son historicité et évidemment dans sa territorialité. Alors, moi, je me suis amusé à appliquer ça lorsque j'ai fait mon petit bouquin sur les utopies, le premier, qui s'appelle L'utopie ou l'idéal piégé. J'ai essayé de suivre à la trace le mot utopie qui est inventé par Thomas More et Erasme, parce que Erasme, maintenant je le sais, par d'autres travaux universitaires, Erasme a joué un rôle important. C'est lui qui a commandé à son ami Thomas More un petit essai sur la description d'un pays imaginaire à la suite de la découverte de l'Amérique, et en particulier à la suite de la publication en 1507 des récits de voyage d'Amerigo Vespucci, bon, qui sont à la base de la réflexion de Thomas More sur l'utopie. Alors, il invente ce terme utopie, qui est un drôle de terme du reste, parce que c'est très ambigu. C'est pas un terme utopia, c'est le titre original en latin, mais utopia, c'est à la fois du grec et du latin. Hein, et il y a un petit poème de Sivert qui précède l'utopie de Thomas More, qui est signé d'un pseudonyme de Thomas More, qui essaie d'expliquer que l'auteur a joué sur les mots, parce que c'est peut-être utopia ou utopia, c'est-à-dire le lieu qui n'existe nulle part, qui n'existe pas, ou le bon lieu.
le lieu du bonheur. Donc il joue sur cette ambiguïté-là. Bon, ben, j'ai suivi à la trace ce mot utopia. Quand est-ce qu'il est traduit quand est-ce que le livre de Thomas More est traduit en français, en italien, en allemand, en russe, etc. Comment ça circule, telle et telle période, qui va assurer sa réception dans telle et telle langue, et qui va l'enrichir, le critiquer, la noter, etc. Et puis, quels sont les pays où ça ne pénétrera pas, et quelles sont les langues qui ne possèdent pas de mots pour dire utopie. C'est ce qu'on appelle une géohistoire. Et c'est évidemment très révélateur et très instructif parce que je me suis aperçu, et c'était la conclusion de mon second livre qui s'appelle du coup Utopie et utopiste, que j'ai mis au pluriel parce que j'ai compris qu'il y en avait plusieurs, il n'y en avait pas qu'une, et que le récit matriciel de Thomas More se duplique en des choses d'une très grande originalité et parfois même très contradictoires entre elles. Et je me suis aperçu que l'utopie était un moment occidental et masculin de la pensée politique, qui naît au XVIe siècle, l'utopie est publiée en 1516, et puis qui s'épuise à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Et du coup, et ça à l'époque je n'avais pas compris, qu'on basculait de l'utopie à la science-fiction. Et là on a un autre rapport au temps et à l'espace. Alors, parce que ça introduit la technique, évidemment. Bon, mais ça, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc, en faisant cette géohistoire de l'utopie, eh bien, j'ai mieux compris pourquoi les mouvements révolutionnaires chinois, l'organisation de nations arabes que rêvait Nasser, etc., peut-être même le printemps arabe, tout ça, sont tellement éloignés des utopies, parce que ça n'appartient pas à cette culture, il n'y a pas de mots pour le dire. Et j'ai tenté une géohistoire, pareil, dans mon petit essai sur l'espace public, et là, évidemment, c'est encore plus important, parce que j'étais confronté à des langues qui non seulement n'avaient pas de mots pour dire privé, mais pas de mots pour dire public. Et donc, moi, j'appliquais le schéma français de l'espace public, qui est immédiatement opposé à privé, un peu bêtement, sans comprendre qu'il y avait plusieurs propriétés privées, il y avait plusieurs propriétés publiques, communales, régionales, nationales, étatiques, coopératives, etc., etc. Donc du coup, je me suis aperçu que ces notions en contenaient plusieurs. Et donc, la géohistoire d'un mot, la géohistoire d'une idée, la géohistoire d'un sentiment, eh bien, est excessivement, pour moi, instructif. Il faut donc pratiquer cette géohistoire le plus qu'on peut, bien sûr. Et du coup, ça permet, mais vous allez voir que c'est très compliqué, ça permet à la fois de mieux comprendre les limites de l'universalisme et en même temps, ça révèle parfois un pluriversel. Un pluriversel. Et dans la manière dont j'ai été formé en France, mais c'est pareil en Belgique, j'imagine, l'université se veut universelle. Il y a même une proximité du sens des mots, bien sûr. Et plus je travaille de manière planétaire, plus j'essaie de comprendre ce qui se joue dans la bidonvillisation du monde, ici, ou dans la dataïsation du monde par ailleurs, je m'aperçois qu'il y a une dimension pluriverselle qui avait été perçue par Ramon Panicard, hein, je cite cet auteur, qui a écrit des très très beaux textes théoriques sur la notion de pluriversel. Et c'est vrai que du coup, c'est très gênant dans une logique héritée des Lumières comme en France, parce que l'universel était considéré comme une sorte d'invariant et même comme un horizon qu'il fallait atteindre. La laïcité, la République, voilà, les trois mots de la trinité républicaine française, liberté, égalité, fraternité, ça, c'est universel. Et tout d'un coup, je m'aperçois que ça l'est plus ou moins. Alors là, vous voyez, ça nous oblige à repenser ces termes, non pas pour les faire tomber de leur piédestal, pas du tout, non, non, mais pour mieux comprendre au contraire l'incroyable subtilité des écarts, des entres, hein, entre quelque chose. Et puis d'autre part, ça nous permet de mieux comprendre que toutes ces grandes valeurs dites universelles sont des valeurs qui sont toujours en cours, c'est-à-dire toujours en train de se transformer, de se modifier. Le sens de la liberté au XVIIIe siècle
n'est plus du tout le même en Europe, n'est plus du tout le même qu'aujourd'hui en Europe. Mais le sens de la liberté du XVIIIe siècle, dans les champs esclavagistes de ce qui n'était pas encore le Texas ou le Mississippi, se posait en d'autres termes, était vécu d'une toute autre manière. Donc, ça permet d'introduire une dimension culturelle, si vous voulez. J'allais presque dire relativisme, mais je préfère dire culturel. Donc, on en est là. Voilà, rapport au livre et à cette géohistoire des livres, et c'est ce que je vais essayer de faire maintenant, si je commence enfin mon exposé. Le mot livre, c'est en latin liber, qui signifie écorce de l'arbre. C'est donc le matériau, j'allais dire, le support sur lequel on va écrire. En grec, c'est biblos. Biblos, c'est l'écorce du papyrus. Le papyrus est un végétal qu'on trouve en Égypte, principalement à cette époque, qui est à l'origine du commerce phénicien, ce qui explique qu'une ville où on effectuait ce commerce s'appelait Byblos, et que, évidemment, ce mot de Byblos va donner le mot livre en grec et va désigner par la suite le livre sacré par excellence qu'on appelle la Bible. Donc, vous voyez, il y a toute une espèce d'enchaînement comme ça qui est excessivement intéressante. Le papyrus est un végétal, est une plante aux usages particulièrement diversifiés. On sait que pour les Égyptiens, c'était une friandise, le pied du papyrus. On sait que l'écorce servait à fabriquer des sandales, des pagnes, des cordes, des paniers. Et avec le cœur du végétal, là, on découpait des bandes qui étaient martelées, qui étaient lavées, qui étaient séchées, qui étaient polies. Et puis ensuite, on les collait les unes avec les autres pour former un rouleau. Et le mot rouleau, en latin, c'est volumen, d'où le terme français de volume. Et donc, les premières formes du livre, qui ne sont pas comme ça, hein, un livre avec des cahiers cousus ou un dos collé, c'était un rouleau, hein, et qu'on déroulait pour pouvoir le lire. Donc, ce sont ces volumes. Et ces volumes, il faut imaginer que Platon, par exemple, lisait des volumes. Il ne lisait pas un livre comme nous, comme ça, en marchant dans la rue. Et les Grecs, du reste, ont eu connaissance de ce type de support qu'au troisième millénaire. Et c'est à ce moment-là, évidemment, où ils ont constitué leur première bibliothèque, c'est-à-dire rassemblement de ces rouleaux, rassemblement de ces livres. Et le mot papier, en français, comme en latin du reste, est une altération de papyrus, hein. Donc, ce papier de papyrus, ensuite, va être fabriqué de manière diverse. Il y aura un papier à base de pâte de bois, de fibres végétales, mais tirées du bois, et pas seulement du coton, du lin ou du chanvre, en particulier des conifères, des peupliers, des bouleaux. Et puis ensuite, il y aura du papier de riz, il y aura du papier d'alpha, etc., etc. Donc il y a plusieurs manières de fabriquer le papier. On sait maintenant que ce sont vraisemblablement les Chinois qui ont été les premiers à fabriquer du papier, 500, 600 ans avant Jésus-Christ. Et puis on sait que le premier document écrit sur du papier en Europe date de 1109. Mais là, régulièrement, on peut avoir de nouvelles découvertes. Alors, lorsqu'il y a eu, pour des raisons économiques, pour des raisons de guerre, il n'y avait plus la circulation des bateaux qui traversaient la Méditerranée pour apporter le papyrus d'Égypte, par exemple en France, eh bien, on a trouvé un support de substitution qui était le parchemin. Le parchemin, c'est une peau de mouton, de chèvre, ou parfois de veau. Du reste, on retrouve l'expression vélin dans de très nombreux catalogues de collectionneurs. Et ce parchemin, le mot parchemin, tout simplement, étymologiquement, signifie peau de Pergame. Pergame, c'est une ville aujourd'hui en Turquie, où on fabriquait ces parchemins. Et ces parchemins étaient très coûteux, beaucoup plus coûteux que du papier de papyrus, et donc on les utilisait plusieurs fois. Ce qui fait qu'on grattait ce qu'on avait écrit sur le parchemin pour réécrire dessus autre chose, ce qu'on appelle le palimpseste.
Alors, c'est un terme qui est très intéressant parce que beaucoup d'auteurs parleront de la ville comme étant un palimpseste, c'est-à-dire comme étant une sorte de parchemin sur lequel on a écrit une phrase urbaine qu'on vient raturer et puis on vient en écrire une autre. Voilà, donc on avait peut-être une phrase urbaine d'architecture classique qu'on va ensuite s'évertuer à supprimer pour la remplacer par une architecture à la Reine Coulas, donc je ne donnerai pas de qualificatif. Dans Qu'est-ce qu'un livre, Emmanuel Kant écrit: le livre est d'un côté un produit de l'art matériel qui peut être reproduit, bon, je saute un peu ça, c'est un droit réel. Il dit ça peut aussi être d'un autre côté le livre du discours de l'éditeur à son public. Et dans ce cas-là, il dispose d'un droit personnel. Je résume la position de Kant de la manière suivante. Il distingue finalement le fait de posséder un livre et celui d'en être le propriétaire. Le possesseur, c'est celui qui l'achète. Voilà, j'ai acheté un livre, j'en suis le possesseur, je peux le reproduire, je peux le donner à lire à quelqu'un d'autre, etc. J'en fais ce que je veux. Mais je ne peux pas m'approprier la pensée. C'est-à-dire, je possède le support, mais je ne possède pas la pensée qui figure dans le livre. Ça, c'est la propriété de l'auteur. Alors, évidemment, vous voyez où je veux en venir, c'est que la naissance du droit de propriété, du droit d'auteur, eh bien, coïncide à ces réflexions que Kant n'est pas le seul du tout à émettre à ce moment-là. Déjà, Diderot l'avait formulé. On attend qu'il y ait un revenu de cette propriété privée du texte qui serait les droits d'auteur. Et donc là, le livre vous échappe un peu parce que vous n'en êtes pas propriétaire. Vous en êtes simplement l'usufruitier. Bon, je précise aussi, pour que je puisse arriver dans mon exposé bientôt, que le livre de l'époque de Platon, et puis toute la période qui va suivre, évidemment, est un livre écrit à la main, écrit par un copiste, par un scribe ou un copiste. Parfois même, certains livres étaient reproduits à plusieurs exemplaires par des copistes qui ne savaient pas lire, mais ils savaient reproduire très précisément les signes de tel ou tel alphabet. Donc on voit bien que pour qu'il y ait du livre, il faut qu'il y ait de l'écriture. Et évidemment, c'est contemporain, bien sûr. Les premières écritures apparaissent dans les villes en 3500 ans avant Jésus-Christ, approximativement. Et c'est à ce moment-là où les livres également commencent à circuler sous forme de rouleaux. Et il va y avoir un événement très important, mais vous allez voir que ce n'est pas le plus important, c'est l'imprimerie à caractère mobile, inventée par Gutenberg, d'abord dans son atelier de Mayence, puis ensuite à Strasbourg, qui va publier en 1451 la grammaire latine de Donatus, et en 1452, il va donner une édition latine de la Bible. Je précise, enfin je rappelle, mais tout le monde doit le savoir, que la langue de la religion chrétienne était le grec. La plupart des mots viennent du grec, à commencer par Christ, évidemment. Bon, bref, je ne rentre pas dans le détail. Et ensuite, ça a été le latin lorsque Rome devient le siège incontestable de la chrétienté. Donc cette première édition latine date de 1452. Et par l'imprimerie, ce qui est nouveau, évidemment, c'est qu'il n'y a plus de discussion possible sur les lettres, elles sont codées, alors que quand on écrit à la main, on peut imaginer évidemment qu'un U peut être un V, par exemple, parce que voilà, chacun a sa forme d'écriture. Et d'autre part, évidemment, et c'est le plus important, c'est la multiplication des exemplaires. Les historiens du livre expliquent qu'en Europe, parce que si l'imprimerie a été inventée en Chine, vraisemblablement 1000 ans avant Jésus-Christ, elle n'a pas eu le même destin, c'est là la géohistoire qu'il faudrait faire, elle n'a pas eu le même destin qu'en Europe, où là les livres sont excessivement importants tout de suite, on mesure l'enjeu du livre, je vais expliquer pourquoi, et au XVIe siècle, on compte à peu près, on considère qu'il y a eu 200 millions d'ouvrages imprimés, ce qui n'est pas rien, évidemment. Qui va être à l'origine de ce grand engouement pour le livre imprimé?
Eh bien, tout ce qu'on va appeler les humanistes, c'est-à-dire tous ceux qui sont ravis de pouvoir diffuser les sources grecques de la philosophie ou de la théologie, et puis les textes hébraïques aussi, bien sûr, et, euh, et puis leurs commentateurs. Et d'autre part, la réforme. La réforme, et à commencer par Luther, évidemment, va mettre en avant la nécessité de diffuser son point de vue, ce qu'on pourrait appeler une sorte de littérature de propagande, ou une offensive livresque, appelez-la comme vous voulez, qui va être excessivement important et qui va reposer, à partir de Luther, sur la langue nationale. Ça avait déjà été esquissé par François Ier, qui, dans le traité de Villers-Cotterêts, avait décidé que le français devenait la langue officielle de l'administration de son État, mais le latin était encore la langue de l'école et de l'université en particulier. Donc, le livre imprimé va être sacralisé par Victor Hugo, comme vous le savez, peut-être dans Notre-Dame de Paris, où il explique « Le livre va tuer l'édifice ». Alors, il est un peu triste. Il dit voilà, « Le livre, aujourd'hui, rend obsolète Notre-Dame de Paris », par exemple. L'invention de l'imprimerie, écrit-il, est le plus grand événement de l'histoire. C'est la révolution mère. C'est le mode d'expression de l'humanité qui se renouvelle totalement. C'est la pensée humaine qui dépouille une forme et qui en revêt une autre. C'est le complet et définitif changement de peau de ce serpent symbolique qui, depuis Adam, représente l'intelligence. Très belle formulation. Alors, je suis obligé de faire un petit bémol à cet engouement de Victor Hugo, parce que le livre a une histoire qui précède le livre imprimé. Et pour rendre un peu plus précis ce que je suis en train de vous raconter, je partirai d'un ouvrage d'un auteur que j'affectionne beaucoup, comme vous le savez, qui est Ivan Illich. Ivan Illich va écrire cet ouvrage qui s'intitule « Du lisible au visible ». Et le sous-titre, c'est « Sur l'art de lire » de Hugues de Saint-Victor. Hugues de Saint-Victor est un théologien, un prêtre que Ivan Illich apprécie beaucoup, qui va enseigner dans le quartier Saint-Victor à Paris, donc d'où son nom, Hugues de Saint-Victor, et il va publier vraisemblablement, publié au sens où son texte sera copié et recopié par des copistes et circulera, parce que le libraire ou l'éditeur de l'époque est un copiste. Évidemment, ils ne vendent pas des livres imprimés parce que ça n'existe pas encore. Donc il faut bien imaginer que ce sont des officines où se retrouvent des gens lettrés qui viennent discuter de leurs propres écrits ou des écrits qu'ils vont emprunter, parce que le libraire peut aussi louer, en particulier aux étudiants, il loue des codex ou il loue des rouleaux, qu'on appelle volume. Bon, c'est bien plus tard, après l'imprimerie, évidemment, où là, le libraire changera un petit peu de statut, et pareil pour l'éditeur. Donc là, je reviens avec de Saint-Victor, sur lequel je vais m'arrêter quelques instants quand même. Il va publier, vraisemblablement en 1128, le Didascalion, c'est-à-dire l'art de la lecture. Alors là, je suis obligé d'aller assez vite parce que j'avais prévu plein de choses, mais je vois l'heure passer. Si on veut discuter et échanger, il faut que je parle encore que 10-15 minutes. Tout d'abord, la lecture. Il faut acquérir cette lecture. Il faut apprendre à lire. Ensuite, et ça c'est un point très important du texte d'Hugues de Saint-Victor, pour apprendre à lire, il faut savoir parler. Parce qu'on lit encore à cette époque à haute voix. Il faut que vous vous représentiez un manuscrit médiéval. Je suis venu à Mons avec Damien ce soir pour parler du livre. C'est
c'est un seul mot, ce que je viens de vous lire. Donc c'est en lisant la phrase du manuscrit que le lecteur introduit des respirations, et donc la lecture va dissocier les mots qui sont collés les uns aux autres par l'écriture. Lorsque Hugues de Saint-Victor, et c'est pour ça qu'Ivan Illich s'y intéresse, conseille la lecture silencieuse, pour que cette lecture silencieuse puisse se faire, puisse s'effectuer, il faut y introduire la ponctuation que l'oralité, de fait, signalait. D'où l'invention de la virgule, du point-virgule, du point de suspension, etc. Bon, ce n'est pas la même histoire, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais l'histoire de la virgule, que j'ai racontée plusieurs fois, a un sens très précis, un moment très particulier, etc. Même le mot virgule, enfin bon, je laisse de côté tout ça pour l'instant. Donc, si je lis à haute voix, je découpe ma phrase, parce que je dois respirer, et donc je crois que mon esprit vient de ma respiration. Quand je lis silencieusement, évidemment, je respire par la bouche tout doucement et tout va bien. Et je comprends l'organisation de la phrase parce que justement, elle est ponctuée par cette ponctuation qui la rend lisible. Et puis, autre invention de cette époque, à partir du moment provoqué par la lecture silencieuse, donc individuelle, à partir de ce moment-là, ben, je vais folioter, c'est-à-dire je vais numéroter les folios. Et en ayant pu les numéroter, je vais pouvoir les indexer. Alors, l'indexer, ça vous permet de retrouver telle idée ou tel mot que vous cherchiez, ou bien de vous rappeler à quel endroit vous avez arrêté votre lecture avant de vous endormir la veille au soir. Donc vous avez une sorte de facilité de circulation dans le texte par le foliotage et l'indexation. Ce qui évidemment est un autre procédé cognitif que d'écouter un texte qui vous est lu pendant le repas au réfectoire du couvent par un des vôtres qui, lui, ne mange pas, mais lit à haute voix le texte, qu'il ne comprend peut-être pas nécessairement très bien. Alors l'Église était embêtée de cet appel à une lecture silencieuse, parce que chacun allait s'approprier le texte. Et l'Église, comme toute grosse institution de contrôle, voulait qu'il n'y ait qu'une seule interprétation du texte de Saint Pierre ou de tel apôtre, etc. Et donc, très subtilement, l'institution invente la disputatio, c'est-à-dire la dispute, c'est-à-dire la discussion, ce qu'on aura peut-être tout à l'heure. Et évidemment, ça vient un peu freiner l'interprétation personnelle de chacun à laquelle aspirait Hugues de Saint-Victor, au nom évidemment de la juste critique, au nom de l'esprit critique. Vous n'allez pas emmagasiner des informations bêtement comme ça, vous allez dire « Ok, je comprends ça, mais je comprends ça de telle et telle manière, et si c'est ça, je l'accepte, sinon je vais la discuter. » Donc le lecteur est pour Hugues de Saint-Victor quelqu'un d'actif, ce n'est pas quelqu'un de passif. Il ne lit pas un texte pour simplement en être finalement le dépositaire, mais pour pouvoir en faire son miel. Du reste, pour Hugues de Saint-Victor, la page est l'équivalent d'un jardin. Et je vais me promener dans ce jardin et je vais y cueillir des fleurs. Et je reviendrai de ma lecture avec un bouquet, un florilège, l'ancien mot pour dire anthologie, c'est-à-dire recueil de textes. Et donc, on voit bien que cette idée d'aller se promener dans les pages comme dans un jardin n'existe plus de nos jours, évidemment. Nous n'avons plus ce rapport très particulier du livre tel qu'il était à l'époque de Hugues de Saint-Victor. Et peu après, du reste, il y aura la fameuse soutenance de thèse qui va être promue par Saint Bonaventure, qui est un exercice désespéré, d'une certaine manière, pour maintenir encore vivace la pratique de l'oralité.
La thèse, à l'époque, c'est de 6 heures du matin à 6 heures du soir, le candidat défend sa position, argumente. Et puis après, il est apprécié par le jury de cette soutenance de thèse. Hein, c'est la fameuse thèse sorbonnique dont on a quelques descriptions dans plusieurs travaux évidemment très, très savants que je pourrais vous indiquer. Donc la thèse, le mot thèse, on le trouve déjà chez Aristote, hein, je précise quand même, c'est une action d'opposer une position ou une série de propositions et de les soutenir avec des arguments. Ça, c'est la thèse chez Aristote. Et donc la thèse chez Aristote est à la fois ce qui exprime l'essence d'une chose et ce qui exprime son existence ou son non-existence. Chez Saint Bonaventure et la thèse scolastique médiévale, là c'est autre chose. Il n'y en a qu'une, c'est on soutient un point de vue ou une interprétation. Donc du coup, on en est là. Et vous voyez que le livre avant l'imprimerie a nécessité déjà tout un appareillage technique qui va permettre cette espèce d'appropriation, je ne trouve pas d'autre terme en ce moment, d'un contenu par un lecteur qui ne connaît pas l'auteur, mais qui, à partir de ce texte, se dotera d'une réflexion, alimentera sa propre rêverie, son propre imaginaire, et donc le livre lui sera d'un grand secours et d'un grand appui. Lorsque j'ai essayé de traduire ces éléments de mes différentes lectures auprès de mes doctorants, je leur ai dit, ce serait bien que vous ayez 2 bibliographies. Une bibliographie documentaire et une bibliographie amicale. Je m'étais aperçu, j'ai participé à près de 200 jurys de thèse, je me suis aperçu que dans certaines thèses, j'avais 2000 références en bibliographie. J'aurais pu, évidemment, ça aurait été complètement idiot, d'ouvrir la bibliographie, puis hop, pointer un titre avec mon doigt et dire à la candidate ou au candidat de m'expliquer en quoi cette référence était utile, qu'est-ce qu'il lui avait apporté, etc. Et en avoir mémorisé 2000, c'est possible, bien sûr, mais il fallait rendre vivant ces références. Et donc, je pense qu'il fallait distinguer les références simplement documentaires ou utilitaires, si vous voulez. Voilà, j'ai lu tel article, tel document, tel règlement, tel ceci, bon voilà, donc je l'utilise dans la démonstration de ma thèse. Et puis la bibliothèque amicale, la bibliographie amicale, c'est uniquement les auteurs qui peuvent être des poètes, des romanciers, des essayistes, pas forcément du reste de la discipline dans laquelle vous soutenez votre thèse, qui vont vous accompagner tout au long de votre déroulé argumentatif. Parce que je m'étais aperçu, et je pense que mes collègues qui sont ici présents ont eu la même impression, c'est que souvent, les auteurs sont cités pour tel paragraphe ou tel chapitre. Et moi, je suis persuadé que, je l'ai constaté sur moi, mais ça ne suffit pas pour en faire une règle, bien évidemment, c'est qu'il y a des auteurs que j'utilise en permanence du début de ma thèse à la fin ou du début de mon livre à la fin parce qu'ils sont toujours présents dans ma réflexion, ils m'accompagnent. Par exemple, Aimé Césaire, c'est un auteur, un poète que je connais très bien, et Baudelaire, qui m'accompagne tout le temps. Et donc, je pourrais toujours trouver une de leurs références dans mes réflexions théoriques. Et puis après, il y a des auteurs théoriques, bon, mais bien sûr, qui sont des auteurs que j'affectionne et qui vont sans cesse me nourrir. Bon. Et donc, du coup, je voudrais que les doctorantes et les doctorants disent, ben voilà, là, parmi toutes ces références que j'ai dû lire, parce que c'est aussi le jeu de la thèse, hein, c'est montrer qu'on a acquis toutes ces connaissances-là. Parfois, on appelle ça des connaissances académiques. Et moi, j'aurais voulu, par curiosité, connaître les connivences, si vous voulez, hein, c'est-à-dire les complicités.
quels sont ceux et celles parmi tous ces auteurs, il n'y en a peut-être que 3 ou 4 qui vraiment, vraiment, vraiment vous ont marqué, stimulé et avec lesquels vous aimeriez être associé. C'est l'association des bienfaiteurs, pas des malfaiteurs de la pensée. Et donc là, bah, évidemment, moi, si je prends mon cas, bon, bah, Bachelard, oui, voilà, Lewis Mumford, voilà, j'ai quelques auteurs comme ça, Charbonneau, voilà, des auteurs, Yvan Illich, bien sûr, des auteurs qui sont toujours présents dans mes réflexions. Et donc, je crois que cette bibliothèque amicale, elle est aussi celle qui nous montre et qui révélerait peut-être aussi les limites de notre propre réflexion. Parce que, effectivement, nous sommes parfois trop dans un sujet, trop dans une sorte de système de pensée, et qu'on n'a pas peut-être assez de curiosité pour désoccidentaliser notre pensée. Par exemple, je donne cet exemple-là parce que j'ai beaucoup lu et j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, Jacques Gaudy, G-O-O-D-Y, un anthropologue qui enseignait à Cambridge, et qui a écrit un très grand livre qui s'appelle Le vol de l'histoire, dont j'avais parlé lors de ma première séance de la chaire Francky, où justement il nous apprenait que que l'Occident, en plus qui est parti conquérir le monde et qui a créé des vastes empires, a imposé un peu sa vision du monde et même sa rythmique historique, sa rythmique chronologique. Voilà. Mais la Renaissance italienne, le Quattrocento, qu'est-ce qui se passe en Chine au même moment? Qu'est-ce qui se passe en Amérique latine, qui ne s'appelle pas encore comme ça à cette époque? Qu'est-ce qui se passe au Royaume du Congo? Qu'est-ce qui se passe en Sibérie, dans ce que nous appelons, nous, la Renaissance? Bon, ben voilà, ça c'est une question passionnante. Et donc ce télescopage des cultures, des langues, des périodes, des temporalités, il faut qu'on l'ait en tête en permanence. Et donc il faut désoccidentaliser notre esprit, c'est-à-dire nous ouvrir au monde pour voir si précisément il y a de l'universalité qui peut cohabiter du reste avec du pluriversel, bien évidemment. Donc c'est un peu tous ces éléments-là que je voulais évoquer. Et je terminerai par, parce que je vois l'heure passer, je voulais il se trouve que j'ai écrit un petit livre qui s'appelle L'ami-livre, et donc je voulais vous en dire 2 mots, mais tant pis, j'ai pas le temps. Et puis je me suis amusé il y a quelques années à écrire Au bonheur des titres, qui est un des rares livres sur la titrologie, voilà, parce que je voulais savoir pourquoi les fleurs du mal, pourquoi le rouge et le noir, pourquoi les rougon-macquart, voilà, pourquoi les campagnes hallucinées, pourquoi les villes tentaculaires, bon, pourquoi ces titres? Alors je raconte tout ça dans ce livre qui m'a passionné à écrire, parce que j'ai appris plein de choses évidemment, en essayant de comprendre non pas seulement la titrologie des romans, mais selon les genres, parce que la titrologie des romans de science-fiction n'est pas celle des polars, qui souvent est très très originale et très drôle. La titrologie des romans érotiques est plutôt assez pauvre et pas très sexy, c'est ça qui est assez paradoxal. La littérature pour les enfants, voilà. Donc j'examine tout ça dans ce bouquin. Et évidemment, j'esquisse, mais je n'ai pas pu approfondir davantage, la titrologie des tableaux. Ça aussi, depuis quand il y a des titres? Pourquoi tel titre? Qui les impose, etc. Tout ça, évidemment, m'a passionné. Et là, je cite un auteur, un peintre belge très renommé pour le titre de ses tableaux, qui est Magritte, évidemment. Il y a du reste des livres entiers que sur les titres de Magritte, bien sûr. Donc, le titre, titulus en latin, c'est simplement, ça désignait le nom du régiment qui défilait à l'époque romaine devant l'empereur. Donc, c'est une sorte de fanion, si vous voulez, de pancarte, qui désignait le nom du, du groupe de soldats. Et puis ensuite, mais longtemps, longtemps plus tard, c'est devenu ce qui permettait d'archiver, d'entrer dans une bibliographie, un ouvrage, évidemment. Alors c'était au départ un incipit, c'est-à-dire le premier mot, la première phrase, et puis ensuite, on a eu l'idée de trouver des vrais titres qui posaient question ou qui essayaient en un mot ou en 2, de donner le contenu du livre. Voilà, donc il y a toute une histoire que je raconte de ça, et c'est évidemment passionnant. Je prendrai un exemple très simple qui est le rouge et le noir. Quand j'étais au lycée, le rouge et le noir, le professeur de français nous avait expliqué que c'était le rouge de l'armée
et le noir du clergé. Donc, vous voyez, comme on dit vulgairement, le sabre et le goupillon. Et donc, il dit, voilà, Julien Sorel est tiraillé entre l'armée d'un côté, dont son père est représentant, qui évidemment est une grande institution de la royauté, et puis le clergé de l'autre, avec la soutane noire. Bon, voilà, c'était donc la chronique, c'est le sous-titre du Rouge et le Noir, la chronique des années 1830. Et travaillant sur ce livre, je me suis aperçu qu'en fait, c'est pas du tout ça. Stendhal est un angliciste, est un amoureux de l'Angleterre. Il fréquente, il ne s'appelait pas encore Stendhal du reste, il s'appelle Henri Bell, il fréquentait Londres. Et à Londres, en 1824-1825, il y a un jeu de cartes très populaire qui s'appelle en français le rouge et le noir, et qui attribue au hasard une très grande part. Et donc, le rouge et le noir, c'est un jeu de hasard. 1825, vous voyez, c'est l'année où Stendhal va publier Racine et Shakespeare, qui est un essai absolument extraordinaire dans lequel il explique pourquoi il déteste Racine, qui est très chiant et très attendu, et avec un vocabulaire très pauvre, à peu près de 3 000 à 4 000 mots, tandis que Shakespeare, alors lui, c'est truculent, c'est extraordinaire, c'est l'homme qui écoute partout, dans les marchés, dans les tavernes, à la cour, etc., tous les mots. Et évidemment, l'anglais est beaucoup plus riche, hein, du reste aujourd'hui encore, un dictionnaire anglais à peu près 350 000 entrées, un dictionnaire français à peu près 100 000. Donc en anglais, il y a beaucoup plus de termes pour exprimer un certain nombre de choses. Et donc Stendhal, qui ne s'appelle pas encore Stendhal, dit, voilà, je vais essayer d'être à l'écoute aussi des nouveautés langagières. Et donc quand beaucoup plus tard, il écrit ce roman, qui est le roman du hasard destinal, qui explique pourquoi ce Julien Sorel fait plutôt ceci que cela, eh bien c'est le rouge et le noir. C'est-à-dire c'est un jeu. Et ce n'est pas du tout deux institutions. Du reste, à cette époque, la couleur du clergé était plutôt le pourpre et la couleur de l'armée était le bleu. Donc, s'il avait voulu parler des deux institutions, ça aurait été le pourpre et le bleu. C'était bien moins bien que le rouge et le noir. Bon, voilà. Donc, c'était ça qui me semblait intéressant. Et un jour, à la fin du siècle dernier, Ivan Illich me dit il faut lire absolument Walter Ong. C'est un jésuite linguiste qui a écrit un ouvrage sur l'oralité et la littérature. Et donc, j'achète ce livre aux États-Unis, je le lis. Il est traduit en français maintenant aux éditions Belles Lettres, hein, donc lisez-le. Et là, j'étais sidéré, parce que ça remet en cause tout ce que je viens de vous raconter. Ong, ONG, c'est pas une ONG, hein, c'est son nom. Walter Ong explique, il est d'une très grande érudition, bien sûr, il explique que peut-être nous vivons ce qu'il appelle la parenthèse Gutenberg, celle du livre imprimé qui aurait duré 500 ans, 1450, 2000. Et que maintenant, avec le numérique, avec les nouvelles technologies communicationnelles, nous entrons dans ce qu'il appelle la seconde oralité, qui serait une sorte d'écho de la première oralité, celle d'Homère et de toutes les cultures du reste de l'époque, en Afrique ou partout ailleurs, et que par conséquent, il nous faut en prendre conscience. Alors évidemment, lisant ce livre-là, et constatant autour de moi, dans la rue, effectivement que tout est devenu parlant, que les gens parlent à haute voix, au point où on croit qu'ils sont un peu frappés, mais pas du tout. Non, non, c'est des gens, on sent c'est des hommes et des femmes d'affaires qui prennent des décisions, qui sont très, très sérieux. Ils parlent à haute voix parce qu'on ne le voit pas, mais ils ont une oreillette et ils ont un petit récepteur et émetteur à la boutonnière. Et donc là, je m'aperçois effectivement que l'oralité est beaucoup plus important qu'auparavant, qu'il y a encore 10 ans ou 20 ans ou 30 ans. Et donc, peut-être, parce que je n'ai pas de réponse, je vous l'avais dit honnêtement au début de mon exposé, peut-être que nous sortons
de l'époque du livre imprimé, ce qui personnellement m'attristerait, parce que j'y suis terriblement attaché, parce que j'y suis terriblement habitué, et que j'y trouve énormément de plaisir. Et je suis, dès que je reçois un livre que j'ai commandé, il arrive là, je suis fébrile, je le caresse, enfin je ne devrais pas dire tout ça, moi, je l'ouvre, je le feuillette, je regarde un peu sa table des matières, l'index, etc. Et puis je le pose parce que j'ai autre chose à faire. Et puis en fait, je reviens dessus, je le reprends, et puis finalement je cède enfin, à la tentation, et puis je le lis. Et puis voilà, je ne réponds pas au téléphone, je ne réponds pas aux mails, et je termine ce livre, et ma journée, évidemment, et paradisiaque. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut penser sans lire? À mon tour, je vous pose la question. Merci Thierry pour cette belle conférence, encore une fois. Et de nouveau, je propose alors à ceux qui veulent soit de répondre à la question, soit de poser celle qui leur tient à cœur, voilà, à Thierry Pacaud. Donc, je me tais immédiatement et je laisse aux auditeurs la parole. Alors, mais je vais me lancer. Hein, donc, du coup, j'ai quelques questions moi aussi. Comme ça, les gens peuvent, pendant ce temps-là, réfléchir à la leur. Donc, la première, en fait, elle est de nouveau assez simple. C'est, tu dis que tu commences à lire à 11 ans, et c'est vrai que c'est passionnant, hein, la lecture, évidemment, mais je pense, bizarrement, que ce n'est pas un cas qui est généralisable, parce qu'au fond, je crois qu'un des vrais problèmes, en tout cas quand on discute avec les gens, un des vrais problèmes, en fait, qui affecte le rapport des gens au livre, c'est quoi? La plupart du temps, c'est qu'on oblige les gens à lire trop tôt. Alors, le terme obligé, il est important. Mais là, je pense à quoi? Je pense par exemple à toute une série de gens qui ne liront pas Camus parce qu'ils ont été contraints et forcés de lire Camus à un âge en fait où les problèmes ne se posaient pas pour eux. Et donc le livre ne s'imposait pas pour eux. Donc je me demande parfois même dans quelle mesure en fait l'école, et je suis d'accord avec toi, j'ai toujours détesté l'école, en particulier ce que nous on appelle le secondaire, donc l'équivalent de votre lycée, mais dans quelle mesure l'école, elle n'est pas justement majoritairement, dans quelle mesure elle tue pas en fait parfois même le désir de lire quand on a toutes ces lectures imposées à des âges où c'est pas dingue. Alors ça, c'est voilà, une première question. J'en ai une deuxième. C'est plus une remarque qu'une question. C'est de dire, évidemment, il y a plein de livres importants et c'est vrai que tu es revenu sur toute une série de grands classiques, en fait, que ce soit dans le domaine de la philosophie ou de la littérature, etc. Et en fait, quand je regarde mon propre itinéraire, je me rends compte que je suis essentiellement attiré par de la littérature de genre. Au sens où, même si je réfléchis aux grands livres qui m'ont marqué, ce qui me vient immédiatement en tête, c'est quoi? C'est Salinger, c'est l'attrape-cœur. Quand j'étais plutôt ado, c'est Céline, c'est Maura Crédit, c'est Jean Hougron, La gueule pleine de dents, c'est l'Hôtel New Hampshire de John Irving, c'est-à-dire chaque fois en fait des récits initiatiques hein, ou des romans d'apprentissage. Mais il y a aussi les genres plus typés, du genre le policier, par exemple, dont tu n'as pas forcément parlé, qui, moi, est un truc qui me stimule incroyablement. Et de nouveau, des gens comme Benjamin, ils en ont fait des tonnes là-dessus, mais je pense à Manchette, à Mallet, à Daninx, à Péchereau, enfin voilà, ou la science-fiction, par exemple, qui a aussi en littérature une place, à mon avis, de plus en plus importante, notamment grâce à des gens comme Damasio, mais des gens comme Asimov, Kadik, etc. Là aussi, c'est quand même. Donc voilà, une remarque, ce serait voilà, qu'est-ce que tu fais de la littérature de genre? Donc vraiment des ouvrages qui sont très typés. C'est-à-dire, on parle de classique, mais de classique de la SF, ou de classique du policier, ou de classique de la littérature horrifique. Écoute, alors là, non, souvent, j'adhère totalement à ce que tu viens de dire, mais je ne voulais pas non plus faire un exposé un peu listing, Oui. en donnant plein de longs. Alors, effectivement, je réponds à tes questions une par une. L'obligation, c'est une tragédie. Euh, mais pour tout, pas seulement l'obligation de lire, l'obligation de courir, l'obligation de jouer, l'obligation de dormir. Bon. On est dans un système scolaire où on oblige, où des adultes obligent pour le bien de l'enfant. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ils n'ont rien, mais ils pensent que c'est pour le bien de l'enfant. Ils obligent à telle ou telle activité, manger à telle heure, finir son assiette, etc. Bon, donc tout ça, évidemment, est terrible. Et là, on n'a pas le temps de rentrer dans la critique du système scolaire, mais que Yvan Illich, encore une fois, a très très bien formulé dans un livre qui a été mal traduit au niveau du titre, puisque c'est une société sans école,
Or, il voulait dire déscolariser la société, ce qui est tout à fait autre chose. Et déscolariser la société, ça voulait dire redonner de l'autonomie à chaque sujet et cesser toujours de jouer sur la culpabilité d'une part, parce que c'est quand même souvent le cas. Si tu ne fais pas ceci, on t'oblige à ça. Si tu ne le fais pas, tu auras cela. Donc et puis évidemment la répression, c'est-à-dire la punition. On est dans un système où voilà, ça marche comme ça. C'est comme ça qu'on te dit du reste, si tu n'as pas appris, si tu n'as pas lu tel livre, tu écriras, je n'ai pas lu ce livre 100 fois. Bon, voilà. Donc ça, c'est évidemment terrible. De la même manière que je crois que ce qui décourage le jeune lecteur, c'est le commentaire scolaire. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a, mais j'ai tout de suite été rétif à ça, c'est lorsqu'on me demandait, non pas de réciter un poème, ça je trouvais ça très bien, mais de le commenter. Que voulait dire Baudelaire? Mais qu'est-ce qu'on en sait? Rien. Et le prof, encore moins que nous, enfin, ou tout autant. Donc il faut laisser à l'œuvre le fait de venir à nous. Voilà, c'est ça la difficulté, c'est que il y a aucun, on n'est pas, aucune œuvre est hermétique. Elle arrive à son heure chez un tel et pas au même moment chez l'autre, etc., etc. Et moi, quand j'avais 14-15 ans, j'ai créé une revue de poésie, j'écrivais des poèmes à l'époque, j'en écris un peu moins maintenant, mais pour moi, ça a été ma vraie école. C'est-à-dire que le club qu'on avait formé à quelques copains et copines, on se réunissait dans une chambre de bonne chez un copain qui, pour nous, avait le privilège d'avoir une chambre indépendante. Donc, on rêvait tous de la même chose et on passait des nuits à lire des poètes et puis, évidemment, à fumer, à boire, etc. Mais peu importe, c'était vraiment formateur. C'est-à-dire que j'ai plus de bons souvenirs intellectuels de ces réunions hebdomadaires et de cette petite revue un peu bricolée que des heures et des heures de français, de philo ou d'histoire géo. Bon. Donc je crois que là aussi, euh, notre apprentissage, et tu as absolument raison, on décourage et on dégoûte. Parce que, voilà, et puis alors le pire, c'est quand les profs, de manière très, très dogmatique, disent voilà, tu n'as pas lu ceci, tu n'as pas lu cela. Bon, j'entendais ça dans la première année où j'ai enseigné dans une école d'architecture, c'était souvent le cas. Enfin, un collègue en particulier qui, c'était une forme d'humiliation de l'étudiant. Je ne supportais pas ça et donc je prenais la parole pour dire mais non, faut pas indiquer ça. Faut pas dire à un étudiant ah tu n'as pas lu ceci. Sous-entendu, tu es vraiment idiot. Non non. Parce que précisément, on a une culture qui n'est pas forcément livresque. Peut-être que cet étudiant avait eu une autre sensibilité grâce au travail des champs, grâce à l'observation de son oncle qui était un artisan ferronnier, enfin j'en sais rien. Bon. Donc il y a différentes formes de culture. Ça j'en suis persuadé, même si pour moi, évidemment, la plus intéressante c'est le livre. Et moi, aux étudiants et aux étudiants, j'ai toujours essayé d'expliquer qu'ils avaient raté un plaisir dans la lecture. Et c'était pas grave en soi qu'il ne l'ait pas lu. Il pouvait très bien ne pas avoir lu Ulysse de Joyce ou L'homme sans qualité de Musil. Bon, pour prendre deux livres excessivement difficiles. Bon. Mais en même temps, des fois, tu es très contrarié. Une année, un étudiant était, enfin, je l'avais recalé, et je lui dis, vous lirez Les raisons du paysage d'Augustin Berg, dans mon cours sur philosophie du paysage. Donc je lui dis, je vous ai choisi un livre petit, facile à lire, ce qui n'est pas le cas de tous les livres de Berg, mais celui-là est très facile. Et donc en septembre, ben, après les vacances, il y aura l'oral et vous viendrez me raconter votre lecture. Alors, l'étudiant arrive en septembre et il me dit rien. Bon, il me dit pas bonjour, ça c'est un peu normal pour un étudiant, donc je ne dis rien. Et puis il se tait. Alors à un moment donné, je brise le silence et je lui dis mais vous deviez lire les raisons du paysage de Berg cet été, donc vous l'avez lu, donc vous allez me donner les 3-4 idées principales ou vos souvenirs. Enfin, qu'est-ce que ça vous a apporté? Et puis il se tait. Alors je m'énerve un peu, je dis mais vous l'avez lu? Il me répond pas personnellement.
Donc j'ai compris qu'il ne l'avait pas lu et que vraisemblablement, un soir comme ça, il a dû en parler, à dire: «Ah, il y a un de mes profs, cet emmerdeur, il me demande de lire Les Raisons du Père», et puis quelqu'un lui a dit, j'espère que c'était une jeune femme, lui a dit: «Ah moi je l'ai lu», puis il lui a raconté. Alors donc lui il l'avait pas lu personnellement et donc il a été je l'ai recalé évidemment, mais je lui ai expliqué à quel point c'était grave qu'il ne l'ait pas lu personnellement parce que, un rapport, il valait mieux qu'il me dise qu'il n'avait pas lu, parce que le rapport au livre est un rapport personnel précisément. Selon notre âge, selon notre humeur, selon notre état de santé, selon le mental et physique, et cetera et cetera. Et combien de fois j'ai croisé, des anciens étudiants, encore, récemment là, qui, m'apostrophent en disant: «Vous êtes bien Thierry Paco? Oui, j'étais votre étudiant, en 1988», ce qui ne rajeunit pas et là le gars, il retire son sac à dos, il fouille dedans et dit: «Vous nous aviez prescrit tel livre, à l'époque, je ne l'avais pas lu, je viens de l'acheter, c'est génial». Voilà. Alors maintenant, le genre, oui, bien sûr, le polar, tu as absolument raison. Même pour mener n'importe quelle enquête intellectuelle de recherche universitaire, il faut être policier ou privé. Enfin, donc le polar, c'est évidemment très, et surtout, souvent, c'est très très drôle. Enfin, c'est très très drôle. C'est des vrais critiques de la société. Voilà, il se trouve que Didier Daningue, c'est un ami, donc évidemment, j'affectionne beaucoup ce qu'il écrit, mais c'est un observateur très subtil des évolutions sociétales, comme on dit maintenant. Tu vois. Quant à la SF, je te disais avant qu'on commence que je venais de rendre mon petit essai sur James Graham Ballard. Oui, la SF, alors, lui expliquait, puisqu'il est mort, expliquait que la SF, c'était la littérature d'aujourd'hui. Et il n'a pas écrit à la manière de Zola, ou à la manière de Dickens, donc ce qu'on a appelé le naturalisme, parce que, il pense que dans la société dans laquelle il se trouvait, le genre littéraire qui, l'exprimait le mieux était la SF. C'est-à-dire cette espèce de saisie des dérèglements, technologiques avec l'anticipation, c'est-à-dire le jeu des temporalités. On se projette quelque part, mais ce quelque part futur est déjà présent. Hein. Et lorsque, là je parlerai aussi du cinéma, parce que lorsque ce chef-d'œuvre, hein, là je dis ça rarement parce que c'est un peu bête évidemment de donner des notes à des, à des films, mais là je le dis pour que tout le monde aille le voir ce soir ou un autre jour, Alphaville de Godard, qui est un chef-d'œuvre, Alphaville de Godard, qui lisait beaucoup de science-fiction à ce moment-là, en particulier Lovecraft, etc., Simak, enfin, tu vois, bon. Et en fait, il est questionné, on lui dit: «Vous avez fait un film de science-fiction?» Il dit: «Non, non, non, pas du tout, j'ai fait un film du futur déjà présent». Et c'est pour ça que le film est très puissant. Hein, voilà, donc c'est un ordinateur central, hein, qui contrôle toute la société et qui contrôle tous les esprits. Mais c'est pas 1984. Non, non, c'est beaucoup plus subtil. Dans le quotidien, hein, qui s'appelle Le Figaro Pravda, on indique les mots qui sont en train de disparaître. Et en même temps, c'est un film, quand on connaît bien la vie de Godard, qui est un film aussi sur sa vie. Hein, parce que à cette époque-là, Anna Karina le quitte pour Maurice Renet, et du coup, il fait lire un de ses personnages, euh, Capitale de la douleur, un recueil de poèmes d'Éluard, parce que Gala venait quitter Éluard pour Dali. Donc on joue aussi sur les dimensions affectives, parce que l'affect, évidemment, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même ça qui est au cœur de toutes les littératures. Merci pour tes réponses hyper claires. Et donc, je me tourne vers l'Assemblée pour savoir s'il y a une question ou non. Sans quoi, moi, j'en ai une dernière toute petite. Après quoi, je laisserai la parole à mon doyen qui conclura en fait cette chaire. Donc, dernière toute petite question, vraiment brève. C'est sur l'imprimerie. Et donc, effectivement, avec le rapport au protestantisme, etc. Et moi, c'est par Éric Vuillard que j'ai appris ça, en fait, que j'aime encore assez bien Éric Vuillard, mais peu importe. Mais le truc, c'est de dire le livre d'avant l'imprimerie, il y a quand même quelque chose d'assez dingue, c'est le rapport à l'image.
Et ça, c'est assez fou. Et notamment parce que là, pour l'instant, pour les plaisirs personnels, là, je regarde beaucoup d'anciens traités de chasse. Et quand on regarde ces traités de chasse qui sont faits à la main, c'est assez incroyable de voir notamment comment les oiseaux qu'on doit chasser, on les voit apparaître entre les lettres, en fait, circuler partout. Et donc, ma question, c'est de dire, l'imprimerie, à la fois, évidemment, il y a quelque chose de génial, et en même temps, voilà, ce rapport écriture-image, d'une certaine manière, peut-être qu'il se simplifie. Donc, peut-être qu'on perd quand même aussi quelque chose via l'imprimerie. Mais bon, je dis quelque chose, voilà, comme ça, un peu naïvement. Pas tout à fait vrai, dans le sens où l'imprimerie chinoise, c'est-à-dire la première, mais qui n'a pas été diffusée mondialement comme l'imprimerie de Gutenberg, était une lithographie, c'est-à-dire que c'était aussi l'impression de dessins et de gravures. Enfin, on appellera ça gravure par la suite. Bon. Donc là, et en plus, la langue idéogrammique chinoise fonctionne par image. C'est par association, bon, etc. Donc, du coup, voilà, le mot paysage, c'est montagne haut, enfin, etc. Bon. Donc, dans l'imprimerie française, occidentale, pardon, effectivement, on a privilégié d'abord l'écrit, enfin l'écriture, et c'est par la suite qu'on a inventé des reproductions de tableaux, etc., etc. Mais et là, tu me fais penser à une chose qui mêle les deux. Et là, je reviens à Thomas More, que je connais très très bien. Du reste, il y a toute une ambiguïté sur la date de naissance de Thomas More. Est-ce qu'il est né en 1477 ou en 1478? On sait qu'il est mort en 1535. Et en fait, maintenant, c'est partout, c'est 1478, 1535. Mais ses premiers biographes disaient 77. Et ça plaisait à plusieurs d'entre eux parce que c'est l'année où est paru le premier livre imprimé en Angleterre. Donc c'est très important. Donc tu vois que le livre imprimé en Angleterre arrive en 77, c'est-à-dire 27 ans plus tard qu'en Italie, en France, en Belgique, enfin, etc. Et pourquoi? Parce que l'Angleterre a été en guerre, la guerre des 2 Roses pendant très longtemps. Donc, ils avaient d'autres chats à fouetter que de faire venir une imprimerie du continent et puis voilà, d'imprimer un bouquin. Donc, ça plaisait aussi au biographe de Thomas More de dire que ce grand lettré était né l'année où le premier livre imprimé dans le pays avait été effectué. Et autre anecdote, mais là, qui est dessinée, c'est que le grand peintre Hans Holbein, donc flamand, enfin, qui est invité via Erasme, enfin je ne rentre pas dans tous ces détails, est invité chez Thomas More et il fait un tableau de la famille de Thomas More. Donc il y a 10 personnages, la femme, les 2 filles, le gendre, etc., le père, je crois encore vivant. Bon. Et le tableau a disparu, hein, mais on a juste l'esquisse dessinée. Sur les 10 personnages, 8 ont un livre à la main. Merci encore pour ta réponse. Et donc, j'irai voir ce tableau parce qu'Holbein, je connais un peu, mais je n'ai pas ce tableau-là en tête en plus. Donc, merci. Alors, je vais, s'il n'y a plus de questions, Ah, Laura. Oui, non, c'est parce que je suis restée un peu sur ma faim pour la petite histoire de la virgule. Ah, là, j'ai pas le temps de. C'est trop court. Non, parce que c'est trop court et je le ferai mal. Je peux indiquer à Laura par mail des références sur l'histoire de la ponctuation, hein, bien sûr. Mais quand je raconte l'histoire de la ponctuation, parce que ça va ensemble, je ne peux pas parler que de la virgule. Bon. Alors, Thierry, je ne sais pas si il faut dire quand même. Mais j'aurais aimé entendre votre histoire. C'est une petite verge, hein, c'est pour ça que je voulais. Là, ça demande du temps pour l'expliquer. D'accord, ok. Voilà. Voilà, je l'expliquerai une autre fois. Du coup, tu seras réinvité pour une histoire de la virgule. Mais, et donc, en attendant, je vous propose de céder la parole alors à Étienne Gaudimus, donc doyen de la faculté d'architecture et d'urbanisme, pour clore en fait ce cycle HR Francky. Étienne, je te laisse la parole. Alors, merci Damien.
monsieur le professeur, monsieur Paco, si vous m'autorisez, cher Thierry, mon propos ne sera pas de tirer des conclusions. Je pense que mon collègue et néanmoins ami libre Damien le ferait nettement mieux que moi et beaucoup plus à propos. Je pense que, en plus, le terme conclusion me semble déduire un point final. Et comme on parlait de ponctuation, j'ai d'ailleurs remarqué que le point ne faisait pas partie des ponctuations que vous avez citées dans votre exposé. Je pense qu'effectivement, le point final ne fait pas forcément vraiment partie des éléments que vous utilisez le plus dans la ponctuation. En tout cas, même si ça rend probablement plus intelligibles les phrases, nous n'en doutons pas. Ce que je voudrais dire, c'est le plaisir que j'ai pris à vous écouter. Lors de la leçon inaugurale, j'avais cité cette phrase qui disait que le plaisir était le bonheur des fous. Ça vous en dit sans doute long sur mon état psychique, sans doute. De plus, je voudrais revenir sur ce mot leçon hein, qui est généralement utilisé dans le cadre de la chaire Franqui. Et j'ai le sentiment que le côté mono-orienté, monodirectionnel du mot leçon, en tout cas qu'il induit chez moi, n'est pas vraiment ce que nous avons pu avoir ici. J'ai eu le sentiment avec vous d'un vrai partage, de vrais échanges, qu'on a pu malheureusement sans doute pas suffisamment mettre en œuvre en raison des outils numériques qui créent malgré tout une barrière et une difficulté sans doute d'intervenir et de poser des questions. Et là, c'est la raison pour laquelle on se reverra très certainement. Mais ça induit aussi toute une forme de remise en question qui est omniprésente, je pense, chez vous. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, cette forme de dispute et cette passion. Alors, le mot passion est un mot qui m'interpelle toujours beaucoup et depuis longtemps, parce qu'il a quelque chose d'intime, de profond, qu'on a envie de partager, tout cet élément-là. Et puis, vous évoquiez cette remise en question et ce secouement continu qu'apporte la lecture, les échanges, le partage, etc. Et derrière le mot passion, il y a le mot patio et toute la douleur étymologique qu'on peut en sortir. Et ça a toujours été très ambigu chez moi, cette dichotomie entre ces deux éléments-là. Et pour l'instant, alors on en reparlera avec plaisir, mais en tout cas, moi, j'ai pas trouvé le moyen de m'orienter plus d'un côté que de l'autre. Et c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle au quotidien. Donc, j'espère, dès que la proximité sera de nouveau de mise, que nous pourrons nous voir et vous écouter. Vous avez beaucoup d'amis derrière vous, mais il y en a aussi, je le sais, les livres, hein, c'était d'eux que je parle. Il y en a aussi, je le sais, devant vous, et donc nous aurons très certainement l'occasion encore de vous écouter sur d'autres propos, sur d'autres sujets. Et partager le verre de l'amitié, qu'on n'aura pas l'occasion de le faire aujourd'hui, malheureusement. Et je crois qu'aussi, au travers de ce verre de l'amitié, s'installe toute cette possibilité d'échange et qui, je crois, aurait sans doute été une bien meilleure conclusion que celle que je pourrais tirer en ce moment. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour vos interventions et je vous remercie vraiment d'entretenir ma folie. Et puis j'espère vous revoir très très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Je propose qu'on remercie tous, merci Étienne hein, donc pour cette conclusion, et qu'on remercie tous Thierry, donc Thierry Paco pour ces 5 interventions effectivement passionnantes. Donc à très vite, j'espère, et comme l'a dit Étienne, en live. Hein, si oui, très certainement. Merci beaucoup. Merci, monsieur le professeur. Merci, Merci, monsieur Paco. Au revoir. Au revoir.